Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Aujourd'hui, nous partirons tout d'abord pour le Sénégal pour y découvrir le projet d'une Tchèque qui construit des maisons avec, tenez-vous bien, des bouteilles en plastique. Ensuite, nous parlerons d'ornithologie avec l'élection du Verdier d'Europe comme oiseau de l'année 2022 en République tchèque. Très bonne écoute. À l'initiative de Lucie Masopustova, le projet de construction en bouteilles en plastique Yagana Lucky Zone vise à créer un lieu de rencontre hors des sentiers battus, tout en sensibilisant au recyclage des déchets au Sénégal. Dans un village situé sur la côte atlantique, 3 bâtiments couverts et construits à partir de bouteilles en plastique ont déjà vu le jour et, à terme, le terrain devrait en compter 6. Le principe moteur du projet Yagana Lucky Zone étant d'offrir aux visiteurs étrangers la possibilité de découvrir la vie des Sénégalais en dehors des circuits touristiques. Par ailleurs, les petites maisons ainsi construites pourraient servir à l'organisation de divers ateliers artistiques ou autres, et à l'avenir, un hébergement y sera également proposé. Baroudeuse, Lucie Masopustova a parcouru le monde avant de tomber amoureuse du Sénégal et par la même occasion d'être frappée de stupeur à la vue des déchets plastiques abandonnés partout dans la nature. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée de son projet. Après un atelier de percussion et de danse au Sénégal, j'ai passé 1 mois et demi à voyager dans le pays. Mon guide était sénégalais. Nous avons donc énormément voyagé en dehors des zones touristiques et je dois dire que constater à quel point la nature était enlaidie par les déchets plastiques qui traînaient partout a été pour moi une vraie désillusion. C'est là qu'est née l'idée. Je connaissais l'existence des constructions en bouteilles en plastique, il y en a partout dans le monde et même dans plusieurs pays d'Afrique, mais je n'en ai pas trouvé de traces au Sénégal. Et donc, lorsque je suis revenue au Sénégal l'année suivant ce séjour, je me suis dit qu'il fallait tenter le coup. Après quelques péripéties administratives, Lucie Masopustova est parvenue à acquérir un terrain de 2000 m² dans un village nommé Abéné, dans la région historique et naturelle de la Casamance. Un village qu'elle apprécie personnellement parce qu'il compte de nombreux musiciens parmi ses habitants. La construction du premier bâtiment en bouteilles en plastique y a débuté en 2019. Lucie Masopustova explique le processus de construction. Quelques 5000 à 6000 bouteilles en plastique sont nécessaires pour la construction d'une seule maison. C'est plus de travail que je ne l'aurais pensé, car il faut tout d'abord remplir de sable chacune de ces bouteilles. Mais maintenant que nous nous sommes lancés, nous devons aller jusqu'au bout. Nous employons des gens d'ici pour le remplissage et des maçons pour la construction. Pour ce qui est de l'achat des matériaux de construction autres que les bouteilles et le sable, ce n'est pas comme en Europe où il suffit de se rendre à l'entrepôt d'un fournisseur. Le ciment, on peut le commander dans le village. Il suffit ensuite d'attendre qu'on nous le livre. Pour le bois, qui sert de moule pour les murs, mais aussi pour la fabrication des portes, c'est très compliqué. Il faut se rendre à la scierie de la ville voisine, convenir de l'achat avec quelqu'un sur place, et lorsque la quantité n'est pas suffisante, il faut aller voir ailleurs. La fabrication des portes, par ailleurs, a pris 2 semaines. Pour finir, le menuisier les a fabriquées directement sur place, dans notre jardin. Il n'y a pas l'électricité, donc l'intégralité de cette construction est réalisée sans aucun des outils électriques dont nous avons l'habitude en Europe. Les bouteilles collectées sont donc remplies de sable, puis empilées horizontalement, comme on le ferait avec des briques, et jointoyées avec du ciment pour former des murs solides. Un toit et des huisseries sont ensuite ajoutés aux constructions, qui ont une forme ronde et une surface de 3 à 4 m². Ce qui, selon Lucie Masopustova, est suffisant. Au Sénégal, en effet, la vie a beaucoup lieu à l'extérieur. Quant au regard des habitants du village sur ce projet qui peut sembler un peu fou, Lucie Masopustova relativise.
Le copropriétaire du terrain est originaire d'ici. Il s'appelle Bakary Sagna et après que je lui ai montré des vidéos sur des constructions en bouteilles en plastique dans le monde entier, il s'est enthousiasmé pour le projet. Il en est devenu la mascotte en quelque sorte. Il récupère ce dont les autres se débarrassent et je crois qu'ils le prennent un peu pour un fou lorsqu'il affirme qu'il va utiliser ces déchets pour construire des maisons. Mais nous verrons bien avec le temps. Peut-être que quelqu'un sera inspiré par notre projet et tentera également d'utiliser des déchets pour construire des maisons. Si la pandémie de Covid-19 a retardé la construction, notamment en raison des restrictions limitant le déplacement des ouvriers et le transport des matériaux, Lucie Masopustova a suivi l'avancée des travaux depuis la République tchèque, par les vidéos et les nouvelles envoyées par son associé. Elle se réjouit de reprendre en janvier l'avion pour le Sénégal et a déjà quelques nouvelles idées en tête, et notamment la mise en place d'un système de compostage ainsi que la construction de toilettes sèches à séparation d'urine. En latin, ils ont le nom de la déesse de la verdure, Chloris. En tchèque, on les appelle les clochettes vertes, Zvonek zelení. En français, ce sont les verdiers d'Europe. C'est pour rendre hommage à la beauté de cet oiseau et pour sensibiliser sur le déclin de sa population que la Société ornithologique tchèque a choisi de faire du verdier d'Europe l'oiseau de l'année 2022 en République tchèque. Au micro de Mylène Garin, François Turian, le directeur roman de l'Association suisse pour la protection des oiseaux, nous en dit plus sur cet oiseau au chant si singulier et à la couleur si particulière. Le chant d'un oiseau pas comme les autres. En latin, ils ont le nom de la déesse de la verdure, Chloris. En tchèque, on les appelle les clochettes vertes, Zvonek zelení. En français, les verdiers d'Europe. En Tchéquie comme en France, ils aiment se nicher dans les buissons luxuriants, chanter leur chant si singulier que vous venez d'entendre depuis la cime des arbres, grignoter les graines dans les mangeoires qui ornent les jardins. Un œil attentif aura pourtant remarqué que ces petits passereaux verts se font de moins en moins nombreux depuis quelques années. Si le verdier n'est pas encore considéré comme une espèce menacée de disparition, il s'agit de l'oiseau qui a connu le déclin le plus rapide en une décennie. Sa population a baissé de plus de 2/3. C'est pour rendre hommage à sa beauté et sensibiliser sur ce déclin que la Société ornithologique tchèque a choisi de faire du verdier d'Europe l'oiseau de l'année 2022 dans le pays. François Turian est le directeur roman de l'Association suisse pour la protection des oiseaux, une association membre comme l'association tchèque de l'ONG internationale BirdLife. Et François Turian a accepté de répondre aux questions de Mylène Garin, de lui en dire plus sur le verdier d'Europe et sur les causes de son déclin soudain. Alors le verdier, c'est un petit oiseau de la taille d'un moineau, c'est vraiment assez comparable à un moineau. Il est vert olive avec un joli liseré jaune sur le long de l'aile. Il a aussi une marque jaune au croupion et à la queue. Il y a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le mâle est plus coloré, plus jaune que la femelle qui, elle, est plutôt brun olive. Donc on peut reconnaître mâle et femelle comme on peut le faire d'ailleurs chez le moineau. Et voilà, c'est un oiseau qui a aussi comme particularité d'avoir un bec conique, un bec assez fort, qui traduit son régime qui est surtout un régime de granivore. En République tchèque, nous avons perdu 2/3 de la population de verdier d'Europe en seulement 10 ans. Pourquoi la population de verdier d'Europe décline-t-elle si rapidement ? Alors, c'est encore difficile de répondre à cette question, mais une des raisons principales, c'est que les verdiers sont sensibles à un agent pathogène. C'est une bactérie qui s'appelle Trichomonas et puis qui a été diagnostiquée pour la première fois en 2012 chez des verdiers. Et puis cette maladie est apparue en Grande-Bretagne d'abord au début des années 2000. Puis après, elle s'est propagée en fait à travers l'Europe. Et puis elle a touché particulièrement les pays du Nord et les pays de l'Est de l'Europe.
Et c'est probablement cette raison qui explique un fort déclin des verdiers, que ce soit en Grande-Bretagne, dans le nord de l'Europe comme en Finlande, ou bien alors en République tchèque. En Suisse, on a aussi un déclin de ces oiseaux. On le remarque aussi dans certaines régions du pays. Et il y a peut-être d'autres causes aussi, notamment liées aux pesticides ou à une agriculture trop intensive. Quels sont les symptômes de la trichomonase ? Alors voilà, les oiseaux tombent malades. C'est aussi probablement assez contagieux entre les oiseaux qui peuvent donc se transmettre cette maladie. Et voilà, en principe, on peut retrouver des oiseaux morts ou malades, notamment près des places de nourrissage. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faudrait éviter de donner trop de nourriture concentrée, sur un même endroit aux oiseaux, parce que effectivement, ils pourraient dans ce cas se transmettre plus facilement ces maladies, que ce soit le trichomonas ou d'autres maladies qui sont transmises aux oiseaux. Est-ce qu'il y a un remède à cet agent pathogène ? Alors, pas à notre connaissance. Je suis pas un grand spécialiste du Trichomonas gallinae, mais je pense qu'on peut pas faire grand chose, hélas. C'est aussi dans cette situation de pandémie que nous vivons, on voit que les humains sont affectés par, en l'occurrence un virus, et les oiseaux peuvent aussi être affectés par des virus et par des bactéries. Donc, il s'agit pour les oiseaux d'acquérir aussi des immunités face à ces maladies. Et on a de plus en plus de maladies ou de risques de maladies croisés, combinés entre l'homme et d'autres mammifères, voire à des oiseaux si on pense à la grippe aviaire. Donc c'est évidemment un problème préoccupant qui reflète aussi probablement l'affaiblissement de la biodiversité sur la planète. Est-ce que la trichomonase est contagieuse pour l'homme ? Non, alors elle n'est pas contagieuse pour l'homme, donc elle n'est pas transmissible à l'homme, à notre connaissance au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, il faut donc, si les gens ont envie de nourrir les oiseaux, il faut le faire en respectant un certain nombre de règles. Donc déjà nourrir que pendant la période hivernale. Ensuite bien protéger la nourriture des souillures, donc des saletés, des intempéries. Il faut que la nourriture soit abritée de l'humidité, parce que c'est dans ce contexte d'humidité que des maladies peuvent contaminer la nourriture. Et puis il s'agit aussi de rester modeste dans le nourrissage et de bien nettoyer les installations régulièrement, les installations de nourrissage des oiseaux. Et est-ce que l'on sait pourquoi les verdiers sont si particulièrement touchés ? Non, je pense pas qu'on le sache. On sait pas exactement. Effectivement, leur nourriture est, en tout cas pendant 3/4 de l'année, exclusivement granivore. Au printemps, ils nourrissent leurs petits aussi avec en partie des insectes, mais durant le reste du temps, ils consomment énormément de graines. En particulier, ils raffolent des graines de tournesol qu'ils arrivent à décortiquer avec leur bec assez puissant. Et donc peut-être c'est lié à cette nourriture essentiellement granivore qui font que les verdiers seraient peut-être plus sensibles ou plus sujets à cette maladie. Est-ce que vous auriez des conseils pour aménager son jardin, pour accueillir les verdiers et les autres passereaux tout au long de l'année, justement, en les supportant de manière positive ? Oui, alors il est très important effectivement d'améliorer d'une manière générale la biodiversité dans les jardins. Donc il s'agit dans un jardin, si on a la chance d'avoir un jardin, essayer de le rendre accueillant pour les oiseaux en plantant notamment une diversité d'arbustes qui sont indigènes, donc qui sont adaptés, qui poussent de manière native dans le pays. Donc il existe toute une série d'espèces d'arbustes en particulier qui fournissent des baies aux oiseaux en automne, mais qui attirent aussi les insectes au printemps. Et on sait que la majorité des oiseaux se nourrissent d'insectes. Et donc en favorisant les insectes et la végétation, on arrive aussi comme ça par ricochet directement à favoriser les oiseaux, et on peut
aussi imaginer avoir un bout de prairie, laisser la végétation naturelle pousser, éviter de tout couper, de tout faucher ou tondre l'entier de son jardin parce que dans ce cas on crée un peu un désert pour les oiseaux. Et au contraire, si on a des tas de petites structures, des tas de branches qui vont gentiment se décomposer dans un coin du jardin, un compost, un coin de prairie fleurie, et puis pourquoi pas aussi un petit abreuvoir, un petit emplacement où il y a de l'eau parce que les oiseaux aiment boire et se baigner. Donc toutes ces mesures mises ensemble arrivent de manière significative à favoriser les oiseaux et on aura à la fois plus d'oiseaux mais aussi une plus grande diversité d'espèces dans des jardins de ce type-là. Et donc ce sont des mesures tout à fait concrètes que les citoyennes et les citoyens qui ont la chance d'avoir un petit coin de jardin peuvent faire. Et puis si on n'a pas de jardin, on peut aussi avoir quelques mesures sur un balcon ou sur une terrasse, ça c'est aussi possible. On peut placer des nichoirs, on peut essayer aussi d'avoir un peu de végétation, des herbes aromatiques ou des fleurs indigènes qui vont aussi attirer les insectes et qui vont contribuer à la biodiversité de son quartier d'habitation. Avec un tel déclin, on peut aussi se demander pourquoi le verdier ne figure pas encore sur la liste rouge des espèces menacées. Est-ce que vous auriez une réponse à cela ? Oui, c'est surtout le fait que ce déclin est très récent. Hein. On parle des années 2000. C'est apparu autour du milieu des années 2000. Donc on a peut-être une quinzaine d'années que les déclins sont constatés. Donc c'est relativement récent. Et on n'a pas des déclins partout, c'est ça qui est assez étonnant. On a aussi des pays où le verdier se porte encore bien en Europe. Donc les situations sont assez contrastées chez cette espèce. Il s'agira effectivement d'essayer de prouver que c'est bien cet agent pathogène qui est à la cause à la base de ces grosses diminutions de population dans les pays que j'ai cités. C'est encore pas tout à fait démontré à mon avis. Il faut être sûr qu'il n'y a pas d'autres causes problématiques. Et puis à ce moment-là, effectivement, les experts de BirdLife et de l'Union internationale de conservation de la nature et les experts nationaux vont peut-être effectivement devoir, hélas, placer lors des révisions des listes rouges le verdier dans une catégorie peut-être vulnérable, qui est la première catégorie officielle de la liste rouge. Avant, il y a la catégorie potentiellement menacée. En Suisse, en tout cas, on n'a pas encore le verdier n'est pas encore considéré comme menacé. On a encore des populations assez importantes, comme c'est un oiseau qui est encore répandu, disons, autour des agglomérations, à basse altitude, un peu partout dans la campagne. Mais effectivement, c'est un sujet de préoccupation, on va dire. Et malheureusement, le verdier n'est pas le seul, puisque on sait aujourd'hui que à peu près la moitié des espèces d'oiseaux sont en déclin en Europe, 40% en tout cas dans certains pays. Et on doit faire davantage, nous les Homo sapiens, pour favoriser la biodiversité des oiseaux, parce que encore une fois, les oiseaux sont de formidables bio-indicateurs, sont des excellents indicateurs de l'état de notre environnement. Et donc si les oiseaux souffrent, forcément l'espèce humaine va aussi souffrir. On se rappelle également d'un autre virus, le virus Usutu, qui touchait les merles noirs en Europe en 2019. Est-ce qu'on peut comparer ces deux épidémies ? Je pense que c'est assez différent parce que effectivement le Usutu est un virus et le Trichomonas c'est une bactérie, donc c'est déjà deux organismes fort différents. Usutu en fait a été transporté apparemment par des oiseaux migrateurs qui à partir de l'Afrique, donc ce sont effectivement l'origine de ces deux maladies est quand même assez fort différente. Bon, les oiseaux, par leur grand déplacement, sont évidemment des vecteurs potentiels de toutes ces maladies. Les oiseaux peuvent parcourir des milliers de kilomètres chaque année et donc ils peuvent être au contact aussi d'autres espèces sous d'autres continents. Et donc effectivement, c'est un peu le parallèle qu'on peut tirer, ou le lien qu'on peut tirer, c'est que
Les oiseaux étant parmi les animaux les plus mobiles de la planète, effectivement, ils peuvent être encore une fois des vecteurs assez sensibles et transmettre ces maladies finalement aux quatre coins de la planète. Voilà ce que je pourrais vous dire, disons. François Turian, merci beaucoup. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur le verdier et sur cette maladie qui le menace et sur les moyens de le protéger. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission hebdomadaire qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. Passez une excellente semaine. Ahoy!